autre domaine de la production audiovisuelle où les efforts à consentir sont énormes, on a vu, c'est la création des décors. Et on pense tout de suite aux accessoires, aux décors plateaux, etc. Mais il y a aussi l'utilisation de lumière, on en a parlé. Lumière plus respectueuse de l'environnement. Alors, pour vous parler des décors, j'appelle William Abeyot, qui est décorateur de cinéma et, je crois, président de l'association des décorateurs de cinéma. Il va nous confirmer ça. J'avais pas l'info, pardon. Ah, pas président, bon. Alors. Bon, d'accord. Bonjour. Oui, non, je m'occupe plus particulièrement de passer les informations sur tout ce qui est l'éco-conception. Vous êtes chef de l'éco-conception, en fait. Voilà, c'est ça, de la communication, avec ma camarade Valérie qui est là. Donc, j'ai dit éco-conception et pas éco-design tout de suite, parce qu'effectivement, là, quand j'entends tout le monde, tous les intervenants, il y a une éco-conception générale qui s'est mise en route. Et nous, en tant que chef décorateur, on est dans l'éco-design. Alors, on peut tout de suite se dire, c'est la table à dessin. Et puis, à partir de là, on va faire... disons, pas des miracles, mais des avancées. Mais on est vraiment, disons, on a été engagé dès qu'on a eu des chiffres et qu'on s'est aperçu qu'on était juste à 1% en dessous de la régie générale, c'est-à-dire à 21% de traces d'empreintes négatives. Là, il y a eu vraiment un petit choc interne sur les 70 membres. Et donc, ça fait à peu près un tiers de la population des chefs de poste. Et il y avait déjà des choses qui étaient initiées, je dirais, individuellement, suivant les personnalités. Là, ça a été un travail de voir vraiment ce qu'était EcoProd et d'essayer de transmettre ce cahier des charges, puisque c'est un cahier des charges, bien que ce soit une feuille de route légère. Et donc, on s'est aperçu que c'était effectivement, évidemment, quand les productions appuient sur le bouton, c'est bien plus simple, puisque ce n'est plus de l'interne. Mais on peut aussi le faire en interne. Et ça démarre dès le repérage. C'est-à-dire que dès le repérage, on est bien sûr, nous, des collaborateurs artistiques. Maintenant, ça y est, c'est même dans les conventions. Et on a un dialogue sur lequel on doit établir cet éco-design. Bon, on est souvent là en avant, pendant et même un peu après. Ça, je parlerai de la post-prod pour répondre à Madame et dès le repérage, évidemment, un dossier artistique très très serré et très proche des envies du réalisateur et du producteur, si on a des choses, je dirais, bon, ça peut être aussi sur des plateaux télé, c'est pas que de la fiction, ça permet aux repéreurs d'avoir, enfin de dégraisser, on va dire, radicalement une grande partie de ces déplacements et de ces pré-repérages dans lesquels l'équipe n'est pas encore là. Et l'équipe, c'est qui ? C'est-à-dire que tout d'un coup, l'équipe, c'est un régisseur général, c'est formidable parce qu'on va avoir une idée de la logistique. Si c'est un chef opérateur, c'est bien, on va savoir quel va être le rendu. Si c'est un chef décorateur, on va pouvoir s'apercevoir que c'est un autre décor qu'il faut. Donc, plus on est en amont, plus on arrive à, disons, serrer les repérages, qui sont vraiment, je dirais, la base d'un moindre déplacement en amont. Mais on est souvent là aussi bien en amont, on est en pré-production souvent, on est appelé pour des dossiers artistiques, surtout sur les chaînes télé, les séries maintenant. Et là aussi, on essaye bien sûr de montrer qu'il y a des possibilités mixtes de repérage. Et je parlerai de la post-production, c'est-à-dire qu'avoir effectivement, comme vous l'avez évoqué, des stargates, des portes, des découvertes, ça permet effectivement d'enlever du déplacement. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Maintenant, pour ce qui est plus du bureau d'études, donc nous, on est surtout basé sur la ligne artistique, bien sûr, et tout ça peut dépendre des compétences du chef décorateur. Vous avez des décorateurs qui sont des littéraires, d'autres qui sont des anciens ensembliers, d'autres qui sont des techniciens, architectes. Donc chacun aborde d'une façon différente. Si vous êtes évidemment dans l'ingénierie de la construction, puisque c'est dans la construction où on a le plus de dégâts, on va dire, bon, c'est vrai qu'un architecte urbaniste qui a fait de la maison passive et qui est passé gentiment à la décoration de spectacle, il va avoir une notion des normes un peu plus importante. Mais aussi, on voit que les gens qui sont sur le tas, qui ont eu une formation, je dirais, plus économique, plus pratique, arrivent aussi à suivre la charte EcoProd assez facilement. Bon, maintenant, il y a 10 ans, on n'avait pas l'outillage pour ça. Alors donc, par exemple, pour tout ce qui était construction pure, on utilisait l'aglo encore il y a une dizaine d'années, qui était vraiment une catastrophe. Aujourd'hui, on est passé à des MDF qui sont moins lourds en colle et en solvant. Et ils ont
par contre, d'autres choses qui, pour nous, est un vrai problème, ils sont plus lourds physiquement. Or, on a un métier de démontage et de montage. Donc, on s'est aperçu qu'on avait des produits qui arrivaient qu'il fallait apprendre à assembler. Et dans cet assemblage, évidemment, éviter les cols. Et là, si vous avez une formation technique, vous savez faire des clés, vous savez faire des nœuds de charpentier, vous savez profiter des structures échafaudage qui se louent, et la location pollue moins, bien sûr, que la construction de châssis en dur. Donc tout ça, tout dépend de l'ingénierie du chef d'éco. En même temps, quand vous êtes en train de parler avec un réalisateur, vous n'êtes pas en périadéquation, en train de regarder qu'est-ce qui coûtera le moins cher en trace carbone, bien évidemment. Donc c'est le bureau d'études qui doit être, je dirais, très rapide et très performant. Si vous êtes seul devant votre réalisateur sans un assistant derrière qui reprend les données techniques, vous êtes en freestyle et bon, vous verrez ça l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on est en construction. Et là, vous n'avez pas eu intérêt à avoir proposé quelque chose qui effectivement ne puisse pas être, disons, avoir une réduction dans sa fabrication sur la trace carbone. Donc tout ça est une question d'équipe et de formation d'équipe. Bien sûr, pour les chefs décorateurs qui sont moins techniques, on a les chefs constructeurs qui arrivent très rapidement. Et ces chefs constructeurs, aujourd'hui, ils sont vraiment, disons, assez bien formés, naturellement, je dirais, pour arriver à économiser de la construction. Alors en termes de quantité, parce qu'aujourd'hui, on fait les débits automatisés, c'est-à-dire que quand nous, on dessine vectorisé à l'ordinateur, c'est formidable, puisque ça permet de débiter directement le matériel, surtout pour les plateaux télé. Ça marche très très bien, plateau télé. Par exemple, dans les fictions, entre le studio, les extérieurs et les mélanges, là... mais bon, on peut, si le dessin est assisté à l'ordinateur, emmener directement chez le prestataire qui fait la découpe les meilleurs débits et le moins de chute possible. Ça, c'est très intéressant. Mais on a une deuxième chose que les chefs constructeurs aujourd'hui ont bien assimilé, c'est l'assemblage. L'assemblage, évidemment, colle, solvant, on oublie. Et on a des assemblages, alors on n'est pas revenu à la queue d'aronde, hein, mais on a des assemblages qui étaient assez traditionnels, qu'on avait un petit peu mis de côté, comme le clou, hein, tout simplement, le serflex. Non, le clou, une vis, c'est plus de traces carbone qu'un clou. Donc voilà. Et en plus, par contre, il y a une formation pour savoir se servir d'être charpentier, alors que c'est vrai que les visseuses, on en a tous une chez nous. Donc tout est question de niveau dans les équipes. Alors évidemment, dans les très très grosses équipes où on emploie des cadors, ça fonctionne assez bien. Maintenant, quand on est sur un petit film avec des plus petits, entre guillemets, chefs décorateurs, ils ont beaucoup plus de mal à imposer tout ça, parce que par exemple, ils n'auront pas de chef constructeur, ils auront un menuisier directement, qui sera peut-être moins formé. Donc on a, l'éco-design, c'est aussi, je dirais, entre guillemets, le casting de son équipe. Voilà. Or, comme on l'a bien souligné, les intermittents sont très très partie prenante du process, heureusement. Alors, ça c'est... Ah oui, la peinture. Ça, c'était la peinture, alors là, ça a été vraiment les fournisseurs de nouveau. On a eu un grand changement dès qu'est apparu les premières peintures écolabel. On a été vers ça. Évidemment, elles n'étaient pas aussi performantes, surtout qu'historiquement, dans le décor, il faut savoir qu'on avait alors un fournisseur qui s'appelle Laspar, dont le propriétaire et inventeur s'appelle Luc Miro, dont le père était chef opérateur russe. Et il avait vraiment compris tout de suite dans les années 60 qu'il fallait faire une peinture qui sèche très rapidement, en 20 minutes, et qui soit monocouche. Heureusement, elle était aqueuse, acrylique, et on a cette culture d'utiliser cette peinture, qui est un fournisseur, vous vous rendez compte, pour l'ensemble des productions. Et bon, quand il y a eu 2-3 autres fournisseurs plus petits qui sont arrivés, et ils se sont, eux, assez rapidement mis à, disons, avoir de l'écolabel dans leur gamme. Évidemment, on a été les utiliser plus cher, moins couvrant, couleur moche. Ça a été une transition, et on a fait avec, et on a essayé, et beaucoup, bon, on s'est dit, si on les fait travailler, ils continueront à exister, et ils feront mieux, et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu un moment où c'était, il y a une dizaine d'années, chaud, et aujourd'hui, on a des produits qui fonctionnent, mais c'est surtout aussi grâce au bâtiment, parce que nous, on est calqué au bâtiment. Si le bâtiment va, nous, on va avec eux, quoi. Voilà. Ou le stand aussi, d'ailleurs. Ça, je voulais souligner la MAT, qui est la fédération des stands, enfin des concepteurs de stands, qui a mis en ligne une matériothèque. Et effectivement, quand on plonge dedans, et c'est formidable, on a des centaines de produits, dont certains on s'en sert. Mais par exemple, moi j'ai découvert qu'il y avait du polystyrène écologique. Franchement, là, je ne savais même pas que ça existait, alors que
Ça fait partie de mon travail d'aller voir un peu tout ce qui se fait. Donc, nous, à l'ADC, on a commencé à regarder tous ces fournisseurs et tous ces prestataires, et on a fait un répertoire. Bon, on a fait un répertoire, mais qui est un répertoire surtout sur les entreprises qui comprennent ce dont on a besoin. Et on a besoin de quoi? Que ce soit pas cher et très rapide. Et surtout maintenant. Voilà. Donc c'est un répertoire interne à l'ADC, mais qui n'est pas écologique. Il est pratique. Il est même, je dirais, ultra pragmatique. Donc là, on va essayer de le matiner, effectivement, je dirais, d'éco-labellisation. Et l'idée à l'ADC, par rapport à ces fournisseurs qui ont aidé les peintres, à être, disons, par exemple, la peinture, c'est très important, ça serait de faire un workflow. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que si on prend 70 décorateurs, il y en a une dizaine qui vont aller voir les salons du bâtiment et s'intéresser à l'écologie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ce n'est pas ciblé. Par contre, vous en allez avoir une cinquantaine qui vont aller voir les LED, la lumière, dans un salon de scénographie, parce que scénographie, c'est spectacle. Donc tout à coup, on s'est dit, voilà, un petit peu comme il y a le mini-salon de l'AFC pour les caméras, la lumière, on aurait, nous, intérêt à provoquer ce genre d'événement qui serait un workflow. Et on intègre là-dedans aussi, c'est toujours là, c'est vraiment l'éco-design, on intègre les applications, la post-production, le dessin. On doit vectoriser pour débiter, mais on doit vectoriser aussi pour préparer le travail de la post-production. Parce qu'en termes de création, on aura toujours, alors on les appellera peut-être des graphistes, décorateurs, je ne sais pas, mais on aura toujours quelqu'un qui va essayer de comprendre ce qu'il y a à faire en termes d'intention artistique, et qui va le traduire dans des volumes, même si c'est des perspectives pixelisées. Donc on aura toujours ça. Après, évidemment, on aura certainement une diminution des peintres, des constructeurs, de tout ce qui est physique. Mais comme on l'a souligné, on est obligé d'avoir des comédiens encore, et on a une première base, et on fait des rajouts. Mais ça a toujours existé. Je veux dire, moi, j'ai démarré quand on en était au stade photo, et on allait chez Sartoni ou d'autres apprendre à coloriser des photos. Donc on a eu ce stade tout d'un coup, ah là là, mon Dieu, c'était plus des découvertes peintes, c'était de la photo agrandie, parce qu'on pouvait agrandir très très bien. On s'était adapté et vous aviez des peintres déco qui tout d'un coup étaient des retoucheurs photographes. Bon, là, moi je pense que cette évolution, elle va exister. Et quand nous, on intervient dans les écoles, on met l'accent là-dessus. On dit, bon, on ne va pas former des chômeurs en leur faisant faire que du dessin, il faut aussi qu'ils soient des infographistes de haut talent pour pouvoir traduire les scénarios et traduire les espaces dans les scénarios. Bon, ça, ce workflow, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Voilà. Mais il y a d'autres choses qui nous manquent. Je parlais des repérages, je parlais des décors en studio, je parlais des peintres. Alors sur les peintres, évidemment, la bataille, je reviens à ça, c'était qu'on avait une peinture formidable et qu'aujourd'hui, cette peinture formidable existe encore. Elle représente, je dirais, facilement 50% de ce qui est étalé sur les murs, vu que c'est ce qu'on met sur les cycloramas et les studios. C'est des studios. C'est-à-dire que les peintures écologiques sont surtout employées, je dirais, pour l'esthétique maintenant, bizarrement, et pour les décors. Mais le cyclorama, les fonds verts, les sols, les grandes surfaces, c'est encore de la peinture qui date des années 70. Et là aussi, il y aurait peut-être, nous, notre part, à s'approcher de ces fournisseurs pour essayer de leur dire, bon, ben, on pourrait éco-labelliser votre produit. Voilà. Donc c'est un peu dans les deux sens. C'est-à-dire, de temps en temps, on doit aller voir quelqu'un qui fait du débit, il débite du polystyrène, mais il ne peut pas faire un pain de polystyrène de 5 mètres cubes. Et il peut faire que du 2 mètres cubes. Ça nous oblige à aller en Espagne, où il y a la machine. Donc déplacement, donc ça aussi, il faut que nous, en tant qu'association, on signale les manques. Ça fait partie de l'éco-design. Voilà. Alors, sur, disons, tout ce qui est récupérable, on a aujourd'hui effectivement une possibilité formidable avec Internet. Ça s'est développé petit à petit. C'est qu'on avait plein d'objets. Ça, c'est pour le domaine de l'accessoirisation, peinture, construction. Mais il y a l'accessoirisation qui est vraiment aussi, qui laisse sa trace carbone, dans le sens où on va faire des recherches, on va aller se balader de d'épouvante en d'épouvante pour trouver des objets. Avec Internet, on a eu une espèce de catalogue en ligne, surtout avec Le Bon Coin, et au départ, c'était formidable. Et même les dépôts-ventes se mettaient tout d'un coup à mettre en ligne leurs objets. On n'avait même plus besoin de se déplacer. On savait que ils étaient géographiquement repérables. On savait où ils étaient. On faisait
une routine de camionnage et on arrivait, bon, voilà, au bout de quelques semaines, à avoir l'ensemble de nos accessoires. Avec Internet, ça a été beaucoup plus vite. Sauf qu'Internet a tué les dépôt-ventes. Donc là, on s'est retrouvé qu'avec du particulier. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 50% du parc dépôt-vente qui n'existe plus. Donc on se retrouve à chercher à 50% nos objets chez vous. Et là, à part la personne qui est tout le temps devant les régisseurs d'extérieur, hein, donc qui est tout le temps devant l'écran, eh bien, il a une petite flotte de chauffeurs qui partent un peu tous les jours, et ça se gère au jour le jour, parce que c'est au jour le jour que vous trouvez. Et vous l'achetez, vous le voulez, ce petit magnétoscope des années 80 que vous n'avez pas trouvé ailleurs, chez un collectionneur ou chez un loueur, s'il en reste. Donc, tout d'un coup, ce qui était un bénéfice, puisqu'on avait un catalogue en ligne, a tué une partie d'un secteur qui est le dépôt-vente, et les gros surtout, qui étaient les plus intéressants pour nous. Et on se retrouve aujourd'hui à gérer des flottes d'estafettes, on va dire, qui vont partout. Ça, c'est le côté négatif de ces 2 dernières années. Alors qu'on avait réussi à progresser dans l'éco-design de décors, gentiment, avec les fournisseurs, en s'intéressant à tout ce qui pouvait être fait, et en étant technique et le plus en amont possible, et en se servant de la post-production. Cette régression, cette année, elle a été encore plus forte, puisqu'on a eu quand même, sur 2 ans, 4 loueurs historiques qui ont disparu de la surface professionnelle parisienne et française. Donc, pour les ensembliers et les accessoiristes qui avaient 40% de leur base d'un coup, en faisant le tour de la quinzaine de loueurs, c'est-à-dire de quand même 20 000 m² de mobilier à peu près, en 2 ans, on a eu 4 fermetures et on a divisé par 2 le parc là aussi. Tac. Donc de nouveau, on va encore plus sur Internet, de nouveau on tue encore plus les dépôts-ventes et on se bouge de plus en plus partout, tout azimut. Donc là maintenant, effectivement, on est plus dans une routine connue, c'est-à-dire d'aller d'un dépôt-vente à l'autre ou d'un loueur à l'autre, mais c'est un marché complètement exogène. Alors chez les régisseurs d'extérieur, les rippers, c'est-à-dire ceux qui vont chercher, et les ensembliers, là, tout d'un coup, si on faisait la trace carbone par poste, on le diminuait partout, mais alors en tout ce qui est mobilier, alors c'était l'accessoire avant, mais maintenant c'est le mobilier, là ça a pris, c'est parti en flèche. Donc là, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Bon, et ils ferment, tous ces gens-là ferment. Alors, bon, on a enquêté, on a été les voir, on s'est dit, pourquoi vous fermez? Alors ils ferment, parce qu'il n'y a pas de repreneur. Alors, dans les journaux, vous allez lire Télérama, là, ils vous disent qu'ils n'ont pas de chiffre d'affaires à cause des délocalisations. Moi, j'en vois 4 camions en Belgique dès qu'il faut, hein, c'est pas très loin. Même en Tchéquie, on en voit en Espagne, partout. Non, c'est pas tellement les délocalisations. Internet, oui, on a vu qu'Internet, effectivement, c'était embêtant. Mais enfin, chez un loueur, il y a des standards. C'est du standard. C'est-à-dire, c'est des choses, on sait que c'est la table Napoléon III. On n'a pas, chez les loueurs, des épiphénomènes, un abat-jour comme ci, je ne sais pas, ça. Alors qu'en ligne, on peut trouver vraiment des choses très, très, je dirais, particulières. Les loueurs, c'est du standard. Bon. Donc, on a été les voir. Ils nous ont dit, nous, il n'y a pas de repreneur. Alors, il y a eu des cas, c'est parce que, voilà, des cas de divorce, des cas de non-repreneurs, des cas surtout d'immobilier aussi, évidemment. Quand vous avez 5000 m² au sol dans Paris et que vous avez 68 ans et qu'il y a... on comprend que les quelques millions d'euros soient mieux qu'encore 10 années d'activité. Donc c'était arrivé avec les studios de Joinville ou de Saint-Maur en 1974, etc. C'est l'immobilier qui avait mis une baisse sur nos capacités à produire facilement, à produire dans la récupération, parce que c'est ça c'est vraiment, là, on est dans la récupération pure. Bon. Aujourd'hui, on a aussi, évidemment, individuellement, tout le monde a un maximum de feuilles de répertoire. C'est-à-dire quand on construit en MDF, je vous disais tout à l'heure que c'est lourd, oui, et surtout, l'assemblage, c'est des blocs. Et donc, on doit penser déconstruction dans l'éco-design. Aujourd'hui, comme on emploie des matériaux qui sont plus larges, hein, c'est des mesures plus grandes, 2 mètres par 3, alors qu'avant, c'était plutôt 1,50 m par 2,10 m, par exemple. On a des blocs plus importants, donc on doit réfléchir à la déconstruction. Et cette déconstruction-là, et je suis très intéressé par ce qui se passe en Angleterre, j'aimerais bien savoir comment donc nous, pour construire le plus écologiquement possible, le plus rapidement possible, c'est souvent des gros blocs qui sont difficiles à démonter. Donc on prévoit le démontage. Mais évidemment, après, c'est le stockage. Et là, on retombe dans le prix du mètre carré du stockage à moins de 30 km des pôles de tournage. On n'a qu'à tout regrouper.
Alors, Le moi, mobilier ouais. et les décors. Oui, ça s'appellerait par exemple un studio avec, je dirais, un backlot, c'est-à-dire un terrain sur lequel on pourrait construire des choses en volume, grandes, des réserves de panneaux, effectivement, qu'on récupérerait, des bennes dans lesquelles on recyclerait, et des hangars pleins d'objets très ciblés, parce que toujours les mêmes, hein, je veux dire, voilà, ça, on en a autant, chaque fausse conférence de film, eh bien, on en a besoin de deux. Aujourd'hui, à Brie-sur-Marne, vous les trouvez en 5 minutes, quoi. Vous vous baladez dans ce bordel insensé qui paraît être de l'extérieur un bordel, mais qui pour nous l'est pas du tout. Et vous trouvez, et vous mettez ça dans le camion, c'est fini. Brie-sur-Marne ferme. Donc, où aller maintenant? Sur Internet. Et puis voilà, on va aller à Compiègne récupérer 2 micros. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, on a progressé, puis tout d'un coup, on a eu ce coup de semonce dans un secteur où on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire, on a fait la peinture, on a fait la construction, on a fait, je dirais, une traduction d'espace auprès des réalisateurs, en les sensibilisant, en disant, attends, là, on va faire ça en post-production, ça, on va le faire en direct. Et tout d'un coup, boum, c'est au niveau du mobilier et de l'accessoire, où là, on a vraiment un trou, un vide qu'il va falloir absolument travailler là, maintenant, parce que c'est en direct. Là, on est en direct tous les jours, on a effectivement des problèmes d'approvisionnement, et donc on est de plus en plus dans nos camions. Et vous avez des solutions? Oui, vous l'avez dit, c'est un lieu où tout est ramassé. Ça s'appelle un studio de cinéma qui soit vraiment performant. Mais maintenant, il y a des initiatives entre guillemets individuelles. On voit, par exemple, à Ivry, là, il y a une structure qui s'est mise en place avec une grande halle, un peu comme dans l'esprit des friches des années 80, pour ceux qui les ont connus. C'est-à-dire, on a beaucoup de pubs, on n'a plus de studios. On va dans un lieu le plus moderne possible, qui est un énorme hangar, à peu près isolé, et on crée du studio. Là, c'était sauvage. Maintenant, il y a des initiatives. Voilà. Et ça permet effectivement d'avoir tout d'un coup des lieux où il est plus facile de laisser du stockage, de se dire, mais bon, ils sont limités. Quand vous avez un lieu qui fait 1000 m², c'est beau. 2000 m², c'est formidable. Voilà, il nous faut 10 000. C'est des unités à 10 000 m² qu'il faut à peu près. Donc ça, il en faut 5 ou 6 pour faire le travail d'une unité normalement constituée, qui ne soit pas, disons... Enfin, ça peut être privé ou mutualisé. Mais dans ces lieux-là, au moins, petit à petit, ça y est, on va mettre des bacs Riviera, nous on appelle ça. C'est-à-dire, on va faire des filtres, puisqu'on arrive, il n'y en a pas. Et donc, on va travailler dessus, et petit à petit, on les constitue. Donc, on va dire que dans 5-6 ans, on aura 3, 4, 10 lieux, plus ou moins éloignés de Paris, où on pourra aller construire nos décors dans un consensus écologique, parce qu'on aura, nous, à la base, en interne, et là c'est vraiment de l'éco-design interne, on s'est dit, puisqu'il n'y a plus, disons, de grandes structures, on va faire des petites structures perso, et ça va être de l'artisanat encore plus qu'avant, quoi. Voilà. Il y a juste une chose que je voulais dire par rapport, par exemple, au numérique. Il va falloir conclure. Oui, voilà. Excusez-moi. Oui, juste par rapport au numérique. Ça aussi, ça a été une grande surprise. Ça a été le fait que les captations numériques sont hyper réalistes. Donc nous, on avait appris notre métier en faisant du trompe-l'œil, du subterfuge. Hop, vous voyez. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Maintenant, on est obligé soit d'employer des vrais matériaux, alors on essaye d'avoir des matériaux récupérés, soit on est obligé de travailler et de dépenser à peu près, je dirais, 30% en plus de budget pour obtenir un décor hyper réaliste qu'il faut que ce soit facile à capter. Ça aussi, c'était une grande surprise dans l'éco-design. On y travaille, bien sûr, tous les jours. Merci. Attendez, vous avez des questions ? Oui, bonjour, Mylène Chambon du Conseil régional Île-de-France au service prévention et gestion des déchets. Je voulais savoir par rapport à votre problème d'accessoires, si vous connaissiez le réseau des ressourceries. Oui, alors on est aussi intéressé, on les a vus. Il y en a une nouvelle qui est bien. Alors, ça je vais le faire général. C'est-à-dire les ressourceries, là c'est le recyclage, d'accord, plus on va dire. C'est-à-dire c'est des Emmaüs, donc nous on s'en sert. Par exemple, on a peut-être 50% des objets qu'on a loués ou fabriqués qui sont à redistribuer. Alors on les remet chez Emmaüs, on les remet au MIA, on les remet à Stock. Ça c'est une chose. Et là, dans le cas, par exemple, de cette association, c'est intéressant parce qu'eux, ils les travaillent un peu. C'est-à-dire que c'est un Emmaüs design, on va dire. Donc ça peut nous intéresser, on y va. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'en est un qui est rue du Chemin Vert, je crois. Et alors lui, il est formidable parce qu'il répare.
C'est-à-dire que vous avez cette fameuse cafetière années 70 qui ne marche absolument pas, mais il faut qu'elle marche. Et ils ont 200 mètres carrés de sous-sol et ils réparent. Ça, c'est une superbe initiative, effectivement, qui aide les accessoiristes meubles ou les accessoiristes qui fabriquent. Oui, c'est des choses comme ça qui peuvent aider. Par contre, en termes, ils ont deux publics. Ils ont un public, on va dire public. Nous, les professionnels, leur design nous intéresse peu, en général. Voilà, c'est tout. Par contre, cette initiative à l'intérieur de la collecterie qui est de, disons, de lutter contre l'obsolescence, ça, c'est super, effectivement. Ouais, ça marche bien. Merci. Alors, merci beaucoup, William. Voilà.